Ah oui, pour montrer qu'il y a deux parties. A sauvé le site en 1980. Il l'a ouvert pendant 3 ans en tant que musée. Non. Bien, nous sommes au Bunker, musée que vous connaissez certainement à La Rochelle, et je suis avec Marc Bauer, qui est un des propriétaires, des heureux propriétaires. Bonjour Marc. Bonjour. Alors qui êtes-vous? Vous pouvez vous présenter rapidement vous et votre frère, puisque vous travaillez beaucoup par deux. Exactement, nous sommes un binôme, Luc et Marc, on est deux frères passionnés d'histoire, et nous sommes les créateurs de ce musée, de ce Bunker de La Rochelle. Et en fait, au départ, nous avons démarré très jeune la passion pour l'histoire, vers 12-13 ans. Et on a, une fois nos études passées, décidé de se lancer. On avait 24 et 27 ans. Et on a créé notre premier musée sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, le Grand Blocos à Bas-sur-Mer. D'accord. C'est le premier musée, on va en reparler tout à l'heure, mais vous avez fait des études d'ingénieur, je crois? Oui, alors mon frère est ingénieur en informatique électronique et moi j'ai fait une école de commerce à Bordeaux. D'accord. Alors pour une raison simple, c'est que quand on avait 17-18 ans, au moment de choisir nos études, notre papa, qui était chef d'entreprise, nous a dit: écoutez les garçons, vous êtes bien gentils avec votre passion de l'histoire et de la Seconde Guerre mondiale, mais ça ne fait pas un métier. Alors faites des études traditionnelles et puis on en reparle plus tard. Alors on a fait notre part de... Vous avez fait la part du contrat et malgré tout la passion est restée. Exactement. Et c'est une vraie passion uniquement pour la période 39-45, Seconde Guerre mondiale. Voilà. Alors évidemment on s'intéresse à ce qui s'est passé avant et après, on ne peut pas isoler cet événement, mais on s'est concentré sur la période Seconde Guerre mondiale. Alors j'imagine que c'est gigantesque, il y a tellement de ressources documentaires, il y a tellement de choses qui ont été faites, réalisées. Si on se fait le focus sur le musée de La Rochelle, déjà on dit que ce soir il va fêter ses 10 ans d'existence. Exactement. Donc rappelez-nous la date de création. C'est on est en 2023-2013, j'ai eu un doute. En fait, le 5 juin 2013, 6 juin, on a ouvert le jour du débarquement, on voulait une date symbolique avec le débarquement. Je révise pour ce soir. Nous avons ouvert ici, c'était un site qu'on avait connu, on avait 14 et 17 ans. Donc on a mis 30 ans avant de pouvoir définitivement faire un musée dans ce site, qui est un site incroyable, extrêmement bien préservé. Et on s'est dit... Donc on peut dire ce site, c'est un bunker. Voilà. C'est un bunker d'époque. Exactement. Qui a échappé également à la destruction. Alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé. En fait, là, on se trouve encerclé dans 2 mètres de béton armé. On est pourtant au centre-ville, dans le cœur historique de La Rochelle. Et juste à côté se trouvait un grand hôtel, l'hôtel des étrangers. Et les Allemands ont réquisitionné cet hôtel. Ils vont loger, la marine allemande exactement, va y loger les officiers de sous-marins allemands qui laissaient leurs sous-marins à la base sous-marine de La Palisse, à 7 km d'ici. Ouais. Et dans l'hôtel se trouvaient régulièrement entre 60 et 70 officiers de sous-marins. Et ils se sont dit, avec les alertes aériennes qui se multiplient à La Rochelle, les Alliés deviennent de plus en plus présents. Il y aura 350 alertes aériennes à La Rochelle. Ouh là là, si une bombe tombe sur l'hôtel et qu'il nous tue d'un coup nos 70 officiers de sous-marins, ça va mettre vraiment à l'arrêt une grande partie de nos sous-marins sur La Rochelle. Et du coup, ils décident de la construction de cet immense bunker, car en fait, on n'en voit qu'un petit bout. Il est grand. Quand on visite, on voit que c'est grand déjà, mais ça fait quelle surface? Plus de 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. Pour un bunker, c'est gigantesque. Ouais, c'est gigantesque. Ouais. Alors, autant effectivement, la base sous-marine de La Palisse qui va être visitable le 11 juin, je crois que c'est la date. Ils font la date d'ouverture du port. Tout à fait. Donc, ça, c'est visitable. On ne peut pas tout voir parce que c'est dans un état un peu c'est catastrophique, on va dire. C'est ça. Mais autant cette base pouvait résister à des bombes gigantesques parce qu'il y avait un amortisseur de bombes avec les doubles plafonds. Autant ici, si on n'était pas dans un bunker, on était mal Exactement. Mal positionné. Mais là, le fait de mettre le bunker sous l'hôtel et de reconstruire un agrandissement de l'hôtel aux yeux des Rochelais et aux yeux des avions alliés, il était totalement invisible. Et les Rochelais eux-mêmes n'avaient pas conscience de ce qui s'était construit en dessous, dans le plus grand secret. À la Libération, quelques Rochelais vont faire un tour dans le bunker, mais très rapidement, ce blocos n'est accessible que par l'hôtel. Donc les propriétaires, la famille Menez, ferment l'accès, plus personne ne rentre, et on a une forme de capsule temporelle qui se crée. Et le blocos reste avec tout son environnement, toutes les boiseries que vous voyez là, c'est d'origine, ce qui est rarissime. Parce qu'à la Libération, les gens se ruaient dans les bunkers, arrachaient les boiseries pour récupérer les planches, ce qui était tout à fait légitime. Il y a des peintures dans toutes les pièces, des fresques sur les plafonds qui sont peints, ainsi de suite. Rien ne va être dégradé. Et dans les années 80, le bunker, là, va passer à 2 doigts de la destruction.
Ça peut paraître fou, Alors, mais... c'est une époque charnière, on va dire. Oui. Parce que des bunkers, il y en a plein à La Rochelle. Alors, Il y en a sous les lignes de chemin de c'est fer, ça. il y en a en ville, il y en avait plein. Oui. Mais- Donc, il y en a beaucoup qui ont été détruits ou qui sont Exactement, vous le ouais. dites comme vous employez, il y en avait. Et oui. Et beaucoup vont être détruits. Et celui-ci, il est vraiment extrêmement particulier. Il est extrêmement particulier parce que c'était un bunker de luxe. Ces aménagements, les boiseries, les peintures en font une pièce unique sur le mur de l'Atlantique. On ne connaît pas d'autres bunkers Pas d'équivalent. en toute l'Europe qui auraient l'équivalent. D'accord. C'est vraiment, on l'appelle, avec des guillemets, le Lascaux du mur de l'Atlantique. Avec toutes ces fresques qui sont restées peintes par deux femmes, deux civiles allemandes qui ont fait ces fresques. Et à l'époque, un promoteur rachète l'immeuble avec l'hôtel, rase l'hôtel et se pose la question du devenir de ce bunker. Et il avait prévu, le promoteur, de tout casser et de faire des cloisons ici, dans les pièces, et de vendre ça en cave. Et heureusement, un Rochelais d'origine, qui est monsieur Jean-Luc Labour, qui à l'époque a une quarantaine d'années, il est directeur de l'office de tourisme et il est surtout passionné d'histoire. Et il apprend qu'il y a ce bunker par un ami qui lui fait visiter, et il dit non, c'est pas possible, on ne peut pas laisser détruire cette pièce d'histoire rochelaise, ça fait partie de l'histoire de La Rochelle, donc il va voir le promoteur et lui rachète le bunker, et il va faire le musée de l'occupation pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, il le ferme, il l'ouvrait uniquement 2 jours par an pour les journées du patrimoine et quelques repas, mais pendant presque encore 30 ans, le bunker est resté encore en sommeil. Et nous, on était devenus amis avec Jean-Luc Labour, et on a fait un premier musée, puis un deuxième, et celui-ci, on avait toujours l'idée de faire quelque chose. Et un jour, M. Labour nous dit, écoutez les garçons, il est temps que je passe la main. Et on est venu, on a passé un accord avec Jean-Luc Labour, on a récupéré beaucoup de choses qu'il avait collectées au fur et à mesure des années. Nous-mêmes, on était toujours à récupérer plein d'uniformes, d'objets et de choses, et on a monté le musée en quelques mois. Et on a fait toute la muséographie avec un vrai parcours chronologique. Parce qu'en fait, il est très important qu'il y ait une vraie vision pédagogique. Mais quand on sort du site, qu'on ait compris. Vous savez pas ce qu'on fera, on reviendra puis on fera une visite. Ah, mais parce que alors là, vous oui. êtes intarissable sur le sujet, ça c'est gentil. évident. Mais là aujourd'hui, on veut simplement inviter les gens à venir pour le 10e anniversaire. Oui. Vous venez à 18h30 tout à l'heure. C'est ça. Ici, on ne le voit pas, mais il y a tout ce qu'il faut pour boire un alors coup c'est et uniquement sur discuter. invitation. Hein. Alors, c'est uniquement sur invitation. Autrement, on peut pas inviter, on n'aura pas la venez, place. venez le découvrir quand même. Oui. Il y a aussi quelque chose d'extraordinaire qui est conservé, c'est ce système de filtration de l'air Oui. pour pouvoir respirer correctement, évidemment. Vous On est voyez en comme profondeur. on se sent bien, On on se sent sent pas très, du tout. très bien. L'air est tout à fait sain, Oui. il n'y a pas d'humidité. En fait, le système de ventilation extrêmement complexe du bunker est toujours en fonction. 80 ans après, il marche toujours parfaitement. Donc on prend de l'air qui est prélevé dans la rue. À l'époque, il était filtré, aujourd'hui on n'a pas besoin. Mais on va injecter l'air et tout le bunker et les bouches de ventilation que l'on aperçoit, vous voyez, sur le côté ici. Et toutes ces bouches sont fonctionnelles et envoient de l'air frais dans tout le bâtiment. Et on se sent très bien. Et on n'a pas de sentiment ni de claustrophobie, ni d'être gêné. Et vraiment, c'est 300 mètres carrés, je le répète, c'est rarissime pour un bunker de voir de telles surfaces. Ouais. Alors on vous invite aussi à venir le visiter pour une autre raison, c'est que non seulement c'est chronologique et c'est pédagogique, mais ça fait le lien justement avec tous les autres éléments qui ne sont pas ici, qui sont à l'extérieur, la base sous-marine Exactement. et puis tout le mur de l'Atlantique. Donc il y a une vraie découverte. Combien de temps, si on veut vraiment fouiller dans le détail, Alors, combien de temps on prévoit de visite Une là bonne visite, il faut compter 1h30 à 2 heures. Ouais. Si on veut vraiment tout lire, regarder les petites vidéos, profiter bien du site, des vitrines, des milliers d'objets qui sont exposés, compter 1h30, 2 heures. Pour les enfants, en plus, il y a un petit jeu de piste. On donne un petit livret. Les enfants font un petit jeu de piste. À la fin, ils gagnent un petit diplôme d'agent secret et de volontaire de opératrice radio de la résistance. Et donc, pour les demoiselles. Et donc, c'est vraiment, ça passe très bien. Ok, alors Monsieur Brouwer, vous avez 2 autres musées. Alors donnez-nous les noms et les lieux qu'on puisse se jeter dessus pendant les Avec vacances. grand plaisir. Donc, le premier musée que nous avons monté avec mon frère, ça s'appelle le Grand Blocos. C'est à Bas-sur-Mer. Ça se trouve entre La Baule et le Croisic. C'est un immense bunker qui contrôlait l'entrée de la Loire. Et on y raconte l'histoire de la poche de Saint-Nazaire. La poche de Saint-Nazaire, c'est un peu comme La Rochelle. Hein. On a été libéré très tardivement. La Rochelle, c'est le 8 mai 45. Saint-Nazaire, c'est le 11 mai 45. Et l'autre site, le troisième, nous avons été contactés il y a quelques années par la mairie des Sables d'Olonne qui nous dit « Est-ce que vous pourriez nous aider ? On a un immense bunker, c'est un blocos hôpital, en plein centre-ville des Sables d'Olonne. On voudrait en faire un lieu de mémoire. » Alors ça c'est rarissime aussi, hein. Oui, On est d'accord. 7 construits en France et c'est le seul visitable encore qui est survécu aujourd'hui. Et là, on l'a entièrement recomplété avec tous les objets. On a fait des recherches pendant des mois et des mois sur l'histoire des Sables d'Olonne et de la Vendée. Et donc, au Sables d'Olonne, venez découvrir un blocos hôpital avec toute l'histoire de la Vendée.
Très bien. Eh ben, vous voyez, vous avez 3 sites à visiter. Ce soir, c'est l'anniversaire, 10 ans d'existence. C'est un site qui est visité, mais qui reste encore un petit peu méconnu, quand même, il faut le dire. Tout à fait. Il y a un côté un petit peu mystérieux. Ouais. Alors, 10 ans, 320 000 visiteurs en 10 ans. Voilà. Donc, vous faites le compte, 30 000 visiteurs par an. Venez découvrir cette pièce, parce que c'est non seulement une pièce qui est remarquablement organisée, mais en plus, aujourd'hui, encore plus qu'hier, il faut en parler, il faut se souvenir et parler de tout ça. À fait. Alors, je voudrais en parler et dire un dernier mot avec les mannequins qui sont derrière nous. Parce qu'on parle de l'histoire, on croit que c'est loin. On dit la Seconde Guerre mondiale, c'est il y a 80 ans, ça paraît loin. Ce soir, on fait les 10 ans. On a 3 mannequins ici. On a le général d'Anselme, on a son fils, qui est lui-même général, qui vient ce soir voir inaugurer le mannequin de son propre père. Et la fille du colonel Christiaen, qui était un colonel FFI chargé du renseignement dans la poche, dans la résistance. Sa fille vient aussi voir le mannequin de son père. On a le capitaine de frégate Hubert Meyer, qui a arrangé la non-destruction de La Rochelle avec l'amiral Schirlitz, qui était ici le commandant allemand de La Rochelle. Et ben, le capitaine de frégate Hubert Meyer, on a son fils qui vient aussi ce soir. Et il y a un portrait, je crois. Oui, bien sûr. Un portrait offert par la famille il y a 10 ans, à la création du musée. Ouais, voilà. Donc vous voyez, c'est pas seulement de l'histoire, ça se continue. Et aujourd'hui, c'est aussi de l'humain. Et on a les descendants qui continuent et on perpétue le souvenir de ces gens qui ont mené une action essentielle et qui ont sauvé la ville de La Rochelle en 1945. Et on n'oublie pas la pièce qui est destinée à Vieljeu, évidemment, Léonce Vieljeu, maire de La Rochelle. C'est la première scène que l'on découvre. Très pédagogique, c'est le premier endroit dans lequel vous entrez. Exactement. Merci Marc, on se dit à bientôt au Sable d'Olonne et puis... Au plaisir, grand plaisir pour une visite complète si vous voulez. Très bien, allez à bientôt. Je vous en prie, merci. Merci, vous étiez sur APC Direct Entre nous Culture. On a ici des invités de marque, dont le général André d'Anselme, qui est le fils du général d'Anselme, dont on voit le mannequin là-bas avec le képi, qui commandait à l'époque les forces françaises de l'ONIS et l'opération Mousquetaire, qui en avril-mai 1945 visait à faire pression sur la garnison de La Rochelle. On a aussi Madame Christian, voilà, Christian, j'arrive à le dire, qui est la fille, elle est venue de Lille, le général d'Anselme est venu de Paris, et qui est la fille de Jean Christian, voilà, qui était le chef du régiment Jean Guiton. On a eu beaucoup de mal à trouver la trace, car dès la fin de la guerre, il était reparti dans le Nord, et Nord pour tout le monde, il apparaissait des fois dans des livres sous le nom de colonel Jean, qui était son nom dans la résistance, mais on avait un peu perdu la trace, et on s'est retrouvé suite à une visite que vous avez faite ici, et depuis on est resté en contact. On a aussi M. Hervé Meyer, le fils du capitaine très connu de corvette Hubert Meyer, et ce sont leurs parents qui se connaissaient à l'époque et qui étaient les 3 plus hauts représentants en fait de l'armée française. Alors c'est quand même un symbole très fort de les avoir aujourd'hui, 80 ans après. Aussi pour les 10 ans du musée, on est très heureux de les recevoir ici. Et on voulait parler tout de suite parce que le général d'Anselme doit prendre un train tout à l'heure pour Paris. Et donc on va lui donner la parole par la suite. D'accord, voilà. D'accord, très bien, allez-y. Voilà. Alors ce que je voulais dire, c'est que grâce à ces personnages, de plus en plus, en fait, le musée s'attache à ne pas présenter seulement des objets ou des photos, etc., mais des personnages historiques. Alors, ce ne sont pas des qualités de musée de cire, mais quand même on les reconnaît. Et grâce à ces personnages qui seront présents ici, on en reçoit quand même près de 40 000 personnes, jusqu'à 44 000 l'année dernière ici, visiteurs. Ce seront des personnages qui ne seront pas oubliés de l'histoire. Donc c'était quand même important de le souligner un petit peu ici. Voilà, alors c'était pour dire que le musée c'est un lieu vivant. On reçoit ici beaucoup de visiteurs, souvent ils ont un lien avec l'histoire de La Rochelle, et en complément, tout à l'heure il y a Pierre-Emmanuel Auger qui était là des archives départementales, des archives municipales, on fait aussi du recueil ici d'informations. Alors je vous l'ai mis dans l'invitation, moi je fais une thèse de doctorat, alors je salue mon directeur de thèse qui est là de l'université de Poitiers, qui a fait le déplacement exprès, pour faire une histoire vraiment scientifique, avec, je parle de dizaines de milliers de documents sur la poche de La Rochelle, qui sera à peu près complète, enfin je l'espère, d'ici 1 ou 2 ans, et ça viendra compléter ce musée qui déjà présente des objets par lui-même, et puis ça aboutira évidemment à un livre dans le futur, qui lui sera illustré davantage que la thèse. Voilà pour ce que j'avais à dire. Je vous remercie tous d'être présents, et on remercie tous ceux qui ont contribué à ce que le musée existe. On a eu tout à l'heure M. Labour au téléphone, Jean-Luc. Ah bon, donc voilà, d'accord. Voilà. Il n'est pas très en forme malheureusement, et il a évidemment contribué, parce que c'est lui qui avait ouvert le premier musée ici, il y a quand même maintenant 40 ans. Voilà, on l'avait connu à l'époque, moi j'avais 14 ans et Marc avait 17 ans. On est resté en contact depuis. C'est ça parce que Luc a déjà tout dit. Non, mais c'est bon. Mesdames, bonjour messieurs. Je vais avoir le
le droit de dire 2 mots avec Luc qui le prend pas. En fait, déjà, je voulais nous présenter parce que Luc a enchaîné très rapidement. Nous sommes Luc et Marc Brouwer, on est les créateurs de ce musée. On a effectivement 56 et 53 ans et on a créé 3 musées sur la Seconde Guerre mondiale. Le premier musée, il y a 27 ans à Bas-sur-Mer, en 1944, et à La Rochelle, il y a 10 ans, et au Sable d'Olonne, il y a 6 ans, le Blocos des Sables d'Olonne. Et les 3 musées confondus accueillent maintenant chaque année 102 000 visiteurs. Donc on est... À partir d'une passion de 2 gamins, parce qu'on a commencé notre passion historique, on avait 12-13 ans, et on avait une passion pour collecter les histoires et les objets de la Seconde Guerre mondiale, au désespoir de nos parents, qui à l'époque voyaient ça d'un très mauvais œil. Et ça a été un peu compliqué. On a fait des études en parallèle, et très vite on a voulu faire de notre métier notre passion. Notre passion de l'histoire, on est content parce qu'avec ces 3 musées, on a maintenant sur les 3 sites 12 salariés, plus nous, ça fait 14 personnes. Et on fait vivre l'histoire au quotidien. Et c'est vrai que Luc a parlé de M. Labour, pour parler du bunker de La Rochelle. Si Jean-Luc Labour n'avait pas sauvé le site il y a 40 ans, ici, ça serait détruit. Il y aurait des cloisons en parpaing et des caves. Et Jean-Luc Labour, qui était à l'époque directeur de l'Office de tourisme, s'est ému et a voulu sauver ce site historique pour La Rochelle. Il l'a ensuite ouvert pendant 3 ans en tant que musée de l'histoire de La Rochelle, puis il l'a refermé, puis ensuite il était ouvert uniquement pour les journées du patrimoine. Et pendant 30 ans, nous avons fait le siège de Jean-Luc Labour. Après le siège de La Rochelle. Et pour les rondes de nuit. Voilà. Oui, ça va les rondes de nuit et puis les repas de guerre aussi. Les rondes de nuit, ici, il y avait des grandes tables et que les gens mangeaient avec Jean-Luc contait l'histoire. Les rues Tabaga, etc. Oui, oui. Et excusez-moi, il avait dit à sa femme, en revenant, j'ai acheté une cave en centre-ville. Oui, c'est ça. Il fait une affaire en béton. Et au bout de 3 ans que c'était un peu déficitaire, sa femme lui a dit, écoute, c'est ta danseuse ou moi. Et il avait été obligé de clôturer le musée à peu près naturellement, parce qu'il ne voulait pas mettre son couple en péril. Et donc on lui tire une chandelle particulière, parce que Jean-Luc Labour nous a transmis le flambeau, qu'on a repris, on a construit une muséographie complète, mais rien n'aurait été possible sans Jean-Luc. J'ai eu au téléphone tout à l'heure, il devait venir, mais il est un petit peu fatigué, très fatigué. Il m'a dit, je serai avec vous en pensée, mais je ne peux pas être là ce soir. Et dernière chose, faut pas que j'oublie, aujourd'hui on a une super équipe qui fait vivre le musée au quotidien. Donc on a Aurélie et Claudie qui sont ici, là au fond, elles étaient là. Voilà, il y a Claudie qui est là. Et effectivement, c'est un musée qui vit, qui accueille beaucoup de monde, on a beaucoup de témoignages, et c'est quelque chose de vraiment particulièrement important. En 10 ans, nous avons accueilli 320 000 visiteurs. Voilà, c'est énorme. Hein. On ne pensait pas nous-mêmes obtenir de tels chiffres. L'année dernière, comme Luc l'a dit, c'est l'année record, 44 000 visiteurs en 2022. Et si vous tapez, si vous avez la curiosité de taper sur internet bunker musée La Rochelle, son TripAdvisor, le bunker de La Rochelle, sort en numéro 1 des activités à voir à La Rochelle. Donc on est plutôt content aussi. Juste une dernière chose, voilà, je vous laisse la parole immédiatement. On a participé, Luc et moi, Luc a écrit, il ne le dit pas, mais 51 livres sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est pour ça qu'il est en thèse de doctorat aussi. Et on a fait 12 documentaires télé. Et le dernier, le prochain va passer lundi prochain, lundi 5 juin, et sur OCS. Ça sera sur la véritable histoire du film sous-marin Das Boot, U-96, des années 80. Et c'est une histoire qui nous a passionnés. On a travaillé là-dessus pendant 40 ans et Luc a écrit un livre sur le sujet, on a été rencontrés. Et alors pour une petite histoire, l'ingénieur de ce sous-marin, il a 107 ans et il est toujours vivant. On a été interviewé 3 fois en Allemagne. L'acteur qui joue son rôle dans le film est décédé. Mais le vrai ingénieur est vivant. C'est 107 ans. Et donc le documentaire passe lundi soir sur OCS à 23h. C'était juste un petit clin d'œil pour vous dire que... Voilà, il y a un lien très fort avec La Rochelle, puisque ils ont restitué l'action du film à La Rochelle, alors que ça se passait au départ à Saint-Nazaire. Mais il a aussi fait une mission qu'il a amenée à La Rochelle. Alors, tout ça, on explique dans le documentaire que ce film est un extrait de ses propres expériences. Et il a 2 rôles, c'était quand même assez important. Donc, le rôle du reporter de guerre qui monte à bord, qui ne lui ressemble pas du tout à un blond. Et puis un autre
qui est aussi un peu bizarre, qui a son grade d'ailleurs, un jeune officier, qui montre des photos de sa copine française, etc. Oui. En fait, c'est lui les deux rôles, Ah. car ce reporter de guerre qui était dans la marine allemande était copain avec une Gauloise. Ils se sont mariés après-guerre, elle était résistante, déportée, etc. Ils se sont mariés après-guerre. Alors tout ça, vous l'avez sur le panneau, puisqu'il y a son mannequin dans le musée, puisqu'on a des photos de lui ici, quand il est venu en août 1944. Et donc tout ça, ce sont des histoires qu'on déchiffre, qu'on décrypte à travers le documentaire qui va passer sur OCS prochainement. Voilà. On va passer la parole au général, parce qu'après, on prend un train. Lundi, Il y a un fils. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je suis le général d'Anselme, le dernier fils du général d'Anselme qui est là, qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et c'est avec une grande fierté que je suis avec vous. C'est grâce à mon ami Ballanger que j'ai pu être en contact avec vous, parce que j'ai commandé la 2e DB il y a longtemps après le général Leclerc, bien évidemment, et grâce à la 2e DB, j'étais en contact avec vous. Et je pourrais vous dire combien votre aventure est extraordinaire, et je vous félicite pour votre 10 ans, en particulier d'anniversaire de vos, comment dirais-je, de vos différents musées. Nous sommes des partenaires maintenant, car nous avons pu apporter avec mon neveu Luc Danselme qui est là, donc le petit-fils du général, et son épouse, des objets que nous avions, qui sont dans la vitrine, des vitrines qui sont là-bas. Il y a le képi de cérémonie de mon père. Il y a surtout 2 objets très intéressants, qui sont la dague et, comment dirais-je, les jumelles de l'amiral Michaelet, qui commandait à Royan, et qui a remis ces objets lorsqu'il a été fait prisonnier à mon père, et que nous avons dans la famille. C'est avec grand plaisir qu'on a fait une convention qui permet de vous les présenter aujourd'hui. Et je tenais à vous en remercier. Et je tiens aussi à vous dire combien je suis heureux de vous rencontrer, monsieur et madame, parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous, j'ai beaucoup lu, et nous sommes des partenaires aussi de l'histoire, d'une certaine manière, et je pourrais vous dire que c'est avec grand plaisir que j'en viendrai à La Rochelle. C'est très certainement. Voilà. Malheureusement, je suis obligé de partir parce que j'ai une obligation demain. Et sachez simplement que grâce à ce partenariat, eh bien, je reviendrai et peut-être que je retrouverai d'autres objets que je pourrai vous remettre. Voilà, merci en tout cas. Très heureux. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Moi, je voulais également vous remercier. Désolé. J'ai connu le musée un peu par hasard. Ouais. J'ai vu la photo de mon père, Ah oui, c'était oui. en musée. Et puis c'est comme ça qu'on est en contact ensemble. Et puis voilà, je ne m'attendais pas du tout à faire un petit discours. Je suis très émue. Et je vous remercie beaucoup de tout ce que vous avez fait. Voilà, après, vous l'avez dit, mon père est originaire dans le Nord, très peu de temps, parce qu'après il a continué dans l'armée. Et on est allé à Chaumont, à côté de Dijon, et après on est parti en Afrique du Nord. Voilà. Il a pris sa retraite, alors il était colonel dans la résistance, et il a terminé commandant dans la ville. Je vous remercie encore de tout ce que vous avez fait, des contacts qu'on a déjà eus. Voilà. Et merci à tout le monde. Merci. Je voudrais saluer le dynamisme que vous avez. Je suis vraiment ébloui parce que j'ai commencé à vous connaître. Je sais l'admiration que vous avez pour mon père et c'est quelque chose qui me touche, évidemment. Et là, le faire revivre quelques instants avec nous me fait très plaisir. La deuxième chose qui me fait très plaisir, c'est d'être dans cette merveilleuse ville de La Rochelle qui n'a pas subi de dégradation. Et c'est dû à sûrement des quantités de choses, mais c'est également dû à l'action intelligente menée par mon père, qui était essentiellement un diplomate, plutôt qu'un officier de carrière militaire. Et pour reprendre l'histoire de la dague que l'amiral allemand a remis à mon père, à la Libération,
formation. Mon père lui a rendu, lorsqu'il était responsable du projet d'armée européenne, il était responsable à Paris de la marine future. Et à cette occasion, il a rencontré des généraux allemands et il a remis la dague au général allemand pour le reporter à la Chalice pour laquelle il avait de l'estime. Il a écrit dans son livre qui s'appelle Entre marins. Le deuxième livre que vous avez peut-être lu, c'est les meilleurs Chalice, les meilleurs ennemis. Olivier Le Les bleus. Il doit être là longtemps. 19h, il a dit qu'il arrive à 19h15. Merci beaucoup. Alors du coup, on va ouvrir le buffet. On va ouvrir le buffet. Moi, je vais me remettre à dédicacer des livres aussi pour ceux qui ne les ont pas eus.